ceux qui nous dirigent dans leur très grande majorité, qui ont entre 70 et 95 ans, sont les dignes héritiers d'un système colonial. J'aimerais vous entendre sur un sujet, le mouvement OTS. C'est quoi le problème des enseignants? Alors, sur la question de l'OTS, il y a plusieurs revendications. Oui. La principale, je vais le dire comme ça pour qu'on se comprenne bien, c'est un rappel de salaire. Le Cameroun est l'une des rares curiosités dans le monde où les gestionnaires de la fonction publique sont aussi riches, voire plus riches que les hommes d'affaires. C'est quoi les problèmes que les Camerounais rencontrent? Je sais que vous vous exprimez beaucoup sur la question du franc CFA. Est-ce qu'au fond, le problème, c'est le franc CFA? Le franc CFA est l'un des problèmes. Oui. Le franc CFA n'est pas le problème, mais il est l'un des problèmes. Il y a un fait qui a attiré mon attention, il n'est pas le seul. C'est celui du décès de Martinez Zogo. Déjà, vous, votre commentaire par rapport à ce fait-là? Nous savons tous la qualité des services de renseignement que nous avons au Cameroun. Oui. Même s'ils sont mêlés, c'est même peut-être pour ça que l'enquête finalement ne prospère pas, parce qu'ils sont mêlés à cette affaire. La religion, c'est l'opium du peuple. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Monsieur Hiram, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez ce qu'il faut pour diriger un pays comme le Cameroun? Au moins deux choses, Valère. Je suis Camerounais. Oui. Du point de vue de la loi, je respecte tous les critères de notre constitution pour être candidat à l'élection présidentielle. Je suis porteur d'un projet en lequel j'ai pleinement confiance. Un projet que nous avons pris le temps de rédiger en consultant justement les Camerounais, en consultant toutes les couches de la population, en consultant toutes les catégories socio-professionnelles, dont nous sommes conscients qu'il est représentatif des problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien. Et je crois que mon expérience de manager, de chef d'entreprise, m'a permis pendant des années de comprendre comment est-ce qu'on gère les hommes, comment est-ce qu'on atteint des résultats. Et je crois définitivement que c'est ce qu'il faut au Cameroun. Je ne vais pas rajouter à cela la force de ma jeunesse, ma détermination. Les autres pays d'Afrique, je crois qu'on en parlera un peu, nous donnent des leçons. Et le Cameroun doit être la locomotive de cette, de cette nouvelle dynamique-là. Et je pense que j'incarne également des valeurs traditionnelles qui font que je sais c'est quoi gérer le pouvoir et je sais c'est quoi administrer les hommes. D'accord. Mais tout à l'heure, vous parliez de votre jeunesse, votre dynamisme. Tout de suite, la question qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est est-ce que justement, vous n'êtes pas trop jeune pour prétendre à un poste aussi important qu'est celui de chef d'État d'un pays, continent? Quel est l'âge du capitaine Ibrahim Traoré? Je pense qu'il a le même âge que moi. Oui. Et le président Ahidjo est devenu président de la République, il avait 36 ans. Oui. J'ai 37 ans aujourd'hui. Toute la génération de ceux qui nous dirigent aujourd'hui au Cameroun ont obtenu des positions et des fonctions publiques de haute facture alors qu'ils étaient âgés de moins de 40 ans. Malheureusement, depuis plusieurs années, ils nous ont fait accepter le fait que la jeunesse était un handicap. J'ai 37 ans, je travaille depuis l'âge de 23 ans. Ça fait 14 ans que je travaille dans d'autres pays, à conseiller, à accompagner des gouvernements sur des projets complexes, industriels et pétroliers. Et là-bas, ce qu'on regarde de moi, c'est ma compétence. Il n'y a qu'au Cameroun que l'on me considère d'abord comme un jeune qui devrait avoir d'autres choses à apprendre avant d'aspirer à diriger le peuple camerounais. Mais est-ce qu'on n'a pas raison? Pourquoi on aurait raison? Quand on se rend compte que dans un pays comme le Cameroun, moi je vais jouer l'avocat du diable. Vas-y. Dans un pays comme le Cameroun, très souvent, vous pouvez me tutoyer, moi ça ne me pose aucun problème. Très souvent, les jeunes n'occupent pas des postes de choix. Est-ce que ce n'est pas à raison? Mais les jeunes n'occupent pas des postes de choix du fait de leur manque de compétences ou justement du fait d'un système qui a été mis en place pour maintenir des vieilles personnes à des postes de décision. Je pense que c'est ça la question. Les jeunes ne sont pas là parce qu'ils manquent de compétences, d'envie, d'engagement, d'énergie. Ils ne sont pas là parce que ceux qui sont là depuis 1962, je vais parler particulièrement du chef de l'État, mais de tous ceux qui l'accompagnent, ont tout fait pour se maintenir au pouvoir pendant plus de 50 ans. Mais quelque part, on dit que chaque dirigeant a le peuple qu'il mérite. Est-ce qu'au fond, nous les jeunes, entre guillemets, on ne mérite pas avoir les dirigeants? C'est pour ça que je pense qu'on devrait choisir de mériter autre chose. Vous dites que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et moi, je prends Frantz Fanon à témoin pour dire que chaque génération doit choisir son combat, sa mission, l'accomplir ou le trahir. Et je pense que justement que notre génération, pour notre génération, c'est le moment de choisir de changer ce régime-là et de mettre à la tête du pays un nouveau leadership en lequel ils vont pouvoir se reconnaître, c'est-à-dire des personnes qui leur ressemblent, mais qui également ont les compétences et les capacités pour gérer
une organisation comme le Cameroun. Le leadership, c'est quoi pour vous? Le leadership, c'est la capacité à prendre des décisions dans des moments difficiles. Et je pense que ça, que ce soit dans ma vie associative ou dans ma vie entrepreneuriale, j'ai sans cesse été amené à le faire. J'ai pris le leadership d'une entreprise, la direction d'une entreprise industrielle il y a 3 ans qui était en situation de crise. C'était un défi, je le savais. Et je pense que je me bats depuis 3 années pour le relever. Donc je sais ce que c'est que accompagner des employés qui, chaque 27 du mois, ne savent pas s'ils vont percevoir leur salaire. Il faut pouvoir les regarder dans les yeux et leur dire que ça va aller. Je sais ce que c'est qu'avoir des banquiers qui vous courent après parce que vous n'avez pas remboursé vos engagements. Voilà, je sais ce que c'est qu'avoir des fournisseurs que vous n'arrivez pas à payer dans les délais qui étaient impartis. Je sais comment gérer cette relation-là au quotidien, comment apaiser les différentes tensions et comment maintenir l'organisation dans une certaine direction, dans un cap. Et c'est ce dont le Cameroun a besoin. On a des bailleurs de fonds auprès desquels on a pris de l'argent, on n'a pas respecté nos engagements. On a un peuple camerounais qui a des attentes dans tous les secteurs. On va sûrement développer sur quelques-uns tout à l'heure. Il faut pouvoir encourager les gens à serrer la ceinture et leur montrer qu'en tant que capitaine du bateau, vous êtes là dans les moments difficiles. Donc, si je comprends bien, vous comparez un État, avec toutes ces complexités, à une entreprise? À une organisation. Pour moi, justement, ce devrait être exactement les mêmes règles de gestion. La différence, c'est que vous avez plus d'âme humaine et donc plus de sensibilité sur certaines questions. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas considéré nos États comme des organisations qui doivent produire des résultats que l'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous estimez avoir accompli pour prétendre que les Camerounais doivent vous faire confiance? Écoutez, au moins 2 ou 3 choses. Déjà, je parcours le Cameroun depuis de nombreuses années. Je ne suis pas entré en politique hier. Je suis en politique de manière officielle depuis 2017. J'ai travaillé aux côtés d'un candidat majeur à l'élection présidentielle. Ça m'a permis de mieux comprendre les réalités du terrain. Pour la première fois, j'ai fait en moins de 8 mois le tour du Cameroun. J'ai expérimenté, j'allais dire, les difficultés que l'on rencontre au quotidien. J'ai participé à la constitution d'une coalition, donc ça aussi, je sais le faire. Et puis, par-dessus tout, j'ai en moi ou avec moi un héritage traditionnel qui m'a donné la force de me reconnaître en chaque Camerounais. Je crois que je sais quelle est la valeur profonde de la nation camerounaise, celle qu'on n'arrive pas à exprimer. On est un accident. Des gens se sont retrouvés à Berlin il y a 140 ans, ont découpé le territoire africain et nous ont obligés à avoir un cheminement commun. Mais dans l'héritage que j'ai reçu personnellement, je sais que la nation camerounaise n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, c'est une construction voulue par Dieu, voulue par les ancêtres, mais une construction qui doit incarner un exemple et un modèle pour l'humanité qui doit naître. Et donc, mon ambition d'être chef de l'État ne se limite pas à vouloir diriger les Camerounais pour exercer un pouvoir, simplement pour le plaisir d'exercer le pouvoir. Il s'agit véritablement de mettre les gens ensemble, de leur rappeler la mission profonde de notre peuple et de les conduire dans cette direction-là. Okay. Et je pense que la force de mon héritage traditionnel me permet de comprendre c'est quoi le fondement réel de la nation camerounaise. D'accord. Et ça, c'est un plus. Et voilà, on va se battre pour que cette étincelle vient en chacun d'entre nous. Hein. Je ne l'ai pas plus que les autres. J'ai peut-être la chance que certains événements de la vie la réveillent. Et mon rôle en tant que chef d'État, c'est de permettre que on appelle ça le Hemley, le Lion Spirit, que ça se réveille en tous les Camerounais et qu'on puisse regarder dans la même direction pour construire une nation puissante. D'accord. En tout cas, très belle introduction. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris aujourd'hui, c'est nouveau décor, nouvel invité, mais surtout, nouvel épisode de ce podcast qui s'annonce très houleux. Tu me connais, on ne va pas changer de fusil d'épaule, on va tirer à balles réelles. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Tu l'auras bien compris, on a un invité spécial. Moi déjà, je salue son courage parce que décider de se présenter à l'un des postes, je dirais, de plus haute responsabilité du continent Cameroun, ce n'est pas chose simple. Donc déjà, on va saluer le courage, mais maintenant tu nous connais. Transparence oblige, on va y aller à fond. Donc je ne saurais démarrer cet épisode sans rappeler qu'on se retrouve du côté du Cameroun le 30 août au Palais des Congrès pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Tu connais la chose. On te met tout dans le premier commentaire. Et au-delà de ça, je ne saurais démarrer cet épisode sans remercier Charles qui est à la régie, ainsi que tous ceux qui sont dans les back-office. Bon, maintenant que ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour, Monsieur Hiram. Bonjour, Valère. Merci de me recevoir. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. C'est un honneur pour nous de vous recevoir là sur le siège des accusés. Donc, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous? Je suis un Camerounais. Vous l'avez dit, je m'appelle Hiram Samuel Iodi. Je suis né de 2 parents camerounais.
Mon père est un Bassa de la Sanaga maritime. Ma mère est une Goumba du département de l'Océan. Grandi au Cameroun, j'ai fait mes études collégiales au collège Alfred Sacker, puis au collège Liberman. Et ensuite, je me suis envolé pour le Canada. J'y ai passé cette année. Je suis rentré avec un diplôme d'ingénieur des procédés chimiques spécialisé dans le raffinage et un certain nombre de certifications dans le management des entreprises. Donc, je suis rentré au Cameroun depuis 2011. Ça fait 14 années aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans les métiers du conseil, chez un Big Four, avant de reprendre la direction d'une firme d'ingénierie locale spécialisée dans l'accompagnement des industries de la transformation et des compagnies pétrolières. Et depuis 3 ans, en parallèle de cela, je dirige une entreprise industrielle. Donc, je suis d'abord un professionnel de l'industrie, mais depuis toujours très animé par les questions de service, service aux autres. J'ai été un scout dans mes très jeunes années au collège. Et ensuite, j'ai milité dans un certain nombre d'associations qui travaillaient principalement dans le champ de la réappropriation des valeurs culturelles et puis la promotion de l'engagement citoyen. Donc, pour dire simplement, on encourageait les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, à participer aux jeux politiques, peu importe leurs affiliations. En 2011, je suis rentré au Cameroun avec un ouvrage qui s'intitule « Mes rêves de jeune le Cameroun pour les 50 prochaines années », qui était en fait une projection de ma vision de ce que devait être l'engagement des jeunes pour construire l'Afrique du deuxième cinquantenaire. Parce qu'en 2010, on atteignait le cinquantenaire de nos indépendances. Donc je projetais un peu l'apport que les jeunes devaient avoir sur le Cameroun de 2060. Et donc, depuis, c'est cet ouvrage-là qui a balisé ou qui a guidé mon engagement associatif et depuis quelques années, mon engagement politique. Ah, en tout cas, le bagage est lourd, le bagage est lourd. Moi, tout de suite, je vais mettre les pieds dans le plat parce que j'ai parcouru vos différents articles. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention qui dit « Convaincre, l'une de vos missions, c'est convaincre les Camerounais de la capacité de votre offre politique à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. » C'est quoi les problèmes que les Camerounais rencontrent? 2, 3 ou 4. Le premier problème que les Camerounais rencontrent et peut-être dont ils ne sont pas suffisamment conscients, c'est notre incapacité, et ça la faute est la nôtre, sur les 60 premières années de notre indépendance, à avoir consolidé l'état de la nation. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un brassage de plusieurs cultures, un brassage de plusieurs peuples, et on n'a pas su organiser notre gestion des affaires publiques pour que le sentiment national prime, j'allais dire ça, sur nos identités tribales, je vais le dire ça comme ça. Donc, le premier problème que l'on rencontre, c'est celui de construire la nation camerounaise pour que notre objectif à tous soit d'abord celui d'élever notre pays plutôt que d'élever nos clans ou nos communautés. Si vous permettez. Oui. Là, je vais essayer de structurer pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Moi, lorsque je vois une nation, je vois le volet économique, je vois le volet culturel, je vois le volet spirituel, religieux, tout ce qui va avec, je vois l'éducation, et je vois également un autre pan qu'on va aborder ensemble, c'est la santé. Oui. Voilà, pour être un professionnel de la santé, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Prenons le volet économique. C'est quoi le problème de l'économie au Cameroun? Je voudrais commencer, permettez-moi, oui. Je voudrais revenir parce que j'estime, et ça c'est la vision qui est la mienne, et elle sera peut-être un peu différente de la plupart des candidats, que l'esprit sous-tend la matière. Oui. Et j'insiste pour le dire. Tout ce qu'on fait, c'est d'abord parce qu'il y a un corpus de valeurs, qu'elles soient morales ou spirituelles, qui guident notre engagement. Et donc, la priorité, me semble-t-il, c'est vraiment de construire dans notre esprit à tous le contenu de la nation camerounaise. Une fois que l'on a fait, on a des guerriers qui sont capables de travailler pour structurer tous les domaines dont vous avez parlé, la santé, l'éducation et tout le reste. Donc, mon combat est d'abord un combat de réappropriation de l'identité camerounaise. Et quand je dis l'identité camerounaise, je ne parle pas de notre parcours depuis 1960. Je parle vraiment de ce que tous nos peuples ont porté en héritage depuis des siècles. Je pense justement qu'en regardant nos peuples, en regardant comment est-ce qu'ils avaient organisé la vie en communauté dans leur territoire, en regardant comment est-ce qu'ils se soignaient, en regardant comment est-ce qu'ils éduquaient les enfants, en regardant comment est-ce qu'ils produisaient de la richesse, vous avez parlé de l'économie, en regardant comment est-ce qu'ils la redistribuaient, comment est-ce qu'ils protégeaient leur territoire, on est capable de mettre en place un modèle de développement qui nous ressemble. Et un peu comme les animaux dans la forêt, je veux dire que vous ne demanderez jamais à un poisson d'être le premier à un concours de vol. Oui, tout à fait. Voilà. Chaque peuple a une identité qui lui est propre, et en se reposant sur cette identité-là, il est capable, ce peuple-là, de construire le meilleur modèle de développement pour justement satisfaire aux besoins de sa population. Donc pour revenir sur le plan de l'économie, et la question que vous posez, elle est fondamentale, parce qu'à la fin de la journée,
Tout ce qu'on fait, c'est pour pouvoir permettre aux Camerounais de satisfaire aux besoins de leur famille. Un enfant qui naît a besoin d'une école qui lui donne des compétences pour qu'après, il puisse les mettre au service de la création de richesses et lui-même subvenir à ses besoins. Et ça va encore toucher indirectement le problème de comment est-ce qu'on construit la nation camerounaise. La nation qu'on a aujourd'hui est le résultat de ce que les autres ont décidé. Des nations, comme j'ai dit, se sont assises à Berlin, ont découpé notre territoire parce que nos territoires regorgeaient de richesses. Oui. Ces nations avaient deux intérêts. Le premier, c'est qu'il y avait eu la révolution technologique sur le continent européen, donc il fallait trouver de nouveaux débouchés. Donc on était des potentiels consommateurs pour les biens qu'ils produisaient sur le continent européen. Je parle particulièrement de l'Europe parce que c'est le continent avec lequel on a le lien historique le plus long. Et le deuxième problème, c'est que justement, pour nourrir ces industries-là, ces pays avaient besoin de réservoirs de matières premières et que le continent africain est immensément riche. Donc l'économie que nous avons jusqu'à aujourd'hui est une économie, de la consommation de ce que les autres produisent. Le Cameroun importe l'essentiel de ce que nous consommons, qu'il s'agisse du textile, qu'il s'agisse de l'alimentaire, qu'il s'agisse des matériaux de construction, on importe tout. Et le second problème, c'est que toutes les matières premières que nous avons, nous les exportons. Oui. Donc en fait, nous n'avons pas la possibilité, nous ne nous donnons pas les moyens de transformer ces matières premières localement pour qu'elles créent donc de l'emploi pour tous ces nombreux Camerounais qui sortent diplômés de nos universités. Donc ces deux problèmes en un nous ont amené justement à avoir deux solutions. Une solution générale et une solution un peu plus locale. La solution générale, c'est de dire que, c'est de décider, c'est ce que nous ferons. Nous allons interdire l'exportation des matières premières agricoles et minières du Cameroun avant qu'il y ait eu une première transformation localement. C'est possible, ça? Oui, c'est une décision politique. L'ancien président gabonais, Ali Bongo, l'avait pris sur la question du bois. Mais nous, c'est une décision que nous allons prendre sur l'ensemble de nos ressources agricoles et minières. Au moins, la première étape de transformation doit être opérée au Cameroun. La conséquence immédiate, c'est laquelle? Nous avons 58 départements au Cameroun. Chacun d'eux regorge de richesses. Soit le sol est fertile, soit vous avez de l'eau pour produire de l'électricité, soit vous avez des minerais, soit vous avez du pétrole, soit vous avez du gaz. Chaque département camerounais est fourni d'une multitude de richesses. Et donc, en décidant de ne plus exporter nos matières premières, nous nous donnons la chance de les transformer localement et de donner de l'emploi aux Camerounais localement. Mais est-ce que, parce que si vous permettez, allez-y. Il y a un problème qui est factuel au Cameroun à l'heure actuelle et dans beaucoup de pays en Afrique, c'est la question de la main-d'œuvre. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en décidant de ne pas exporter, on a la main-d'œuvre et les ressources financières, humaines qu'il faut pour pouvoir exploiter cette matière première-là? Absolument. Pour moi, les deux problèmes sont liés. Et on parlera de l'éducation, mais notre programme économique est complètement lié à notre programme éducatif. Oui. Parce que l'essence de l'éducation, comme je l'ai dit, c'est de donner des compétences à des humains, des citoyens, qui viennent répondre à une demande du marché. Oui. Et donc, il faut également, j'embraye dessus, repenser complètement le modèle éducatif. Et je vais peut-être essayer de prendre 2 ou 3 exemples concrets, des exemples que je connais. Moi, je suis dans un département où on fait, comme dans la plupart des départements du Cameroun, de la culture. On fait principalement de l'huile de palme dans la Sanaga maritime. La logique, c'est de dire, l'huile de palme que nous avons, nous accomplissons toutes les étapes de la transformation localement dans la Sanaga maritime. Donc, comme vous dites, il va y avoir une question, est-ce qu'on a la main-d'œuvre qui va pouvoir transformer cette matière première-là? Et donc, nous transformons le système éducatif. Nous le régionalisons afin que dans chaque département, le cursus des enseignements corresponde aux besoins dont les industries, aux besoins de ressources humaines des industries pour pouvoir transformer localement nos richesses. Mais ça prend du temps, ça. Oui, mais quand on est chef d'État, il faut bien mettre en place des mesures pour atteindre des résultats. L'état dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui fait qu'il n'y aura pas de solution miracle. Malheureusement, et il faut être franc là-dessus, nous allons encore devoir demander aux Camerounais de serrer la ceinture. Mais dans cette nouvelle demande-là, il faudrait qu'ils aient une vision claire de la direction dans laquelle on est en train de les amener. Et nous disons que la direction la plus claire, qui en fait est une question de bon sens, est de dire à chaque endroit où on a une ressource, nous formons les gens pour avoir les compétences pour transformer cette ressource-là et nous la transformons localement avant éventuellement de pouvoir l'exporter. Mais qui va les former? Les Camerounais, vous et moi. Vous me l'avez dit en début d'interview, vous êtes médecin. Nous avons besoin d'un renforcement de compétences pour notre personnel médical, au-delà du plateau technique qu'il faudra améliorer. Je suis un ingénieur. Il faut même falloir que j'accompagne la dynamique, cette nouvelle dynamique. Si je suis chef d'État, je ne pourrais pas le faire. Mais il y a d'autres ingénieurs qui devront accompagner cette nouvelle dynamique de renforcement des compétences de nos techniciens. Mais c'est d'abord la logique sur laquelle il faut qu'on s'accorde.
Nous avons hérité d'un modèle éducatif qui, au départ, avait pour but de former les administrateurs qui servaient de relais à l'empire colonial sur notre territoire. Donc, ils n'étaient pas là pour permettre de développer une économie de la production. Si nous voulons passer à une économie de la production, nous devons réorienter le contenu des enseignements, principalement vers les métiers techniques. Bon, je prends un cas tout simplement, vous parlez de l'éducation. Oui. Il y a un fait qui, moi, m'a choqué, le fait de savoir que lorsque j'étais au lycée au Cameroun, j'ai fait le lycée au Cameroun, je pense que ça n'a pas trop changé. En mathématiques, on utilisait le livre Nathan et autre chose. Compte tenu du fait que les manuels qu'on utilise encore aujourd'hui au Cameroun sont très souvent édités par l'extérieur, comment est-ce que vous comptez y remédier? Non, au-delà du manuel, le manuel vient répondre à un contenu d'enseignement. Oui. Moi, je vais plus loin dans votre exemple. Aujourd'hui, au Cameroun, plus des 3/4 de nos familles n'ont pas les moyens financiers d'envoyer leurs enfants à l'université. Oui. Ça veut dire qu'un enfant qui a le bac à 17, 18 ou 19 ans, un seul sur 4 aura la possibilité d'aller à l'université et les 3 autres ne le pourront pas. Dans notre système d'enseignement, quel est le métier que vous pouvez exercer quand vous avez un bac C? Quel est le métier que vous pouvez exercer quand vous avez un bac A? Et c'est donc cette logique-là, avant de parler de la question des manuels, c'est de cette logique de contenu dont je parle. Nous voulons avoir un système éducatif qui permette que, à la sortie du collège, des enseignements secondaires, on ait des compétences pratiques. Qu'on ait un technicien en électricité, qu'on ait un technicien en agroalimentaire spécialisé dans le cacao ou dans l'EVA ou dans l'huile de palme, qu'on ait des techniciens d'appui au métier de la santé, qu'on ait des techniciens de travaux publics, qu'on ait vraiment un environnement éducatif qui soit favorable au développement de métiers à l'âge de 18 ans. Ceux qui auront les moyens pour continuer à l'université, ce sera tant mieux, mais ceux qui n'en auront pas pourront être tout de suite utiles au marché de l'emploi. Et donc, ensuite, on adapte le contenu des ouvrages. Et je ne pense pas que ce soit le plus difficile. Là encore, c'est un choix politique. On n'utilise pas des livres édités ailleurs parce que les Camerounais sont incapables d'éditer des ouvrages. Moi, je crois que dans certaines matières, comme moi j'ai fait la philosophie en classe de terminale, c'était des auteurs camerounais que nous lisions. Et même dans le domaine des mathématiques, il y en a qui n'éditent pas des ouvrages pour le système camerounais, mais qui éditent des ouvrages pour des pays à l'international. Donc, il suffira d'avoir une volonté de rassembler toutes ces compétences-là pour qu'elles nous permettent de transformer un modèle éducatif qui va donner les compétences à nos enfants. Comme je dis, pour que dès 18 ans à 18 ans, on est un adulte, on est responsable devant la loi de ses actes, on doit pouvoir avoir tous les moyens pour nourrir nos familles. Bon, la question, selon vous, pourquoi est-ce que les dirigeants actuels n'ont pas eu cette démarche-là, justement, de remplacer? Parce que tel que vous entendez parler, ça a l'air assez simple. Est-ce à dire que ceux qui ont le pouvoir de le faire aujourd'hui n'ont pas du tout envie que les choses... Bien sûr, moi, c'est la conclusion que je tire. Mais bon, à l'heure des charges, ils sont le produit d'un certain système. Oui. En 1962, même si le Cameroun était indépendant, la guerre du maquis s'est poursuivie pratiquement jusqu'au début des années 70. En 1962, le président de la République occupait déjà une haute fonction dans notre administration. Donc, ceux qui nous dirigent dans leur très grande majorité, qui ont entre 70 et 95 ans, sont les dignes héritiers d'un système colonial. En fait, ils n'ont fait que remplacer les administrateurs coloniaux avec exactement les mêmes logiques de menaces, d'intimidation et de répression. Donc, je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir de leur logiciel pour imaginer un autre Cameroun. C'est aussi simple que ça. Et donc, au-delà de la volonté, je questionne même leur capacité à construire un autre chemin de développement pour notre pays. Okay. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il suffira d'une simple volonté pour qu'on y parvienne. Je suis conscient qu'il y a justement des enjeux stratégiques et géostratégiques dont ils sont finalement demeurés des prisonniers. Et ils ont accepté pour certains de faire le strict minimum et pour d'autres de ne rien faire. Il nous faudra du courage. Mais je crois que d'autres pays africains nous montrent la voie. Je pense que ça a été difficile pour le Cameroun, globalement pour l'Afrique centrale, qui est la dernière poche de résistance, mais que l'Afrique de l'Ouest nous parle, nous dit que c'est possible, nous dit que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vision, de cap, mais surtout de courage et de détermination. Et c'est ce que nous essayons de vendre aux Camerounais en prenant les risques que nous prenons. J'aurais pu continuer simplement ma carrière de chef d'entreprise. Je ne suis pas milliardaire, mais je gagne assez bien ma vie. Oui. Je parviens à satisfaire aux besoins de ma famille. J'aurais pu rester dans mon coin, comme on dit, me battre pour voir mes enfants grandir. Oui. Mais je me suis dit, peut-être parce que j'ai reçu comme contenu d'éducation traditionnelle,
que je suis fils de porteur de tradition et que le premier rôle d'un chef, c'est d'abord de se battre pour les siens. C'est sa première responsabilité. Et donc, je ne me présente pas aux Camerounais comme un messie qui va avoir des solutions magiques aux problèmes qu'ils ont, mais je leur dis que si nous construisons une dynamique où on y va tous ensemble, on en est capable. Et que d'autres pays nous montrent que quand ils ont décidé d'y aller ensemble, oui, il faudra un visage devant, et j'assume d'incarner ce visage-là, mais quand d'autres pays se sont décidés d'y aller au bout, ensemble, ils y sont parvenus. Et donc, que les Camerounais sachent très clairement et très humblement, je n'ai pas pour prétention d'être le plus intelligent sur les questions économiques, sur les questions stratégiques, sur les questions d'administration publique, mais j'ai la prétention d'être de ceux qui ont le courage de mener une dynamique et de savoir parler à ceux qui sont les plus intelligents pour qu'ils aient l'envie de travailler ensemble. Et même dans ma fonction de chef d'entreprise, je le dis, je ne pense pas que je sois plus percutant que mon directeur d'exploitation sur les questions de maintenance. Mais avec le recul de manager que j'ai, j'essaie chaque jour de lui faire comprendre la direction dans laquelle l'entreprise souhaite aller. Et en tant que chef d'État, c'est ce qu'on demande, c'est de faire comprendre à son peuple, de mettre ces populations suffisamment en confiance pour qu'elles comprennent le cap que nous essayons de viser. Et donc sur le plan économique, pour conclure, pour qu'on ne se perde pas, sur le plan économique, c'est de dire le Cameroun a toutes les ressources pour devenir un pays leader, non seulement sur le continent, mais aussi sur l'ensemble de la planète. D'accord. Nous avons le fer, le manganèse, l'or, j'ai cité toutes les ressources que nous avons. La seule décision que nous avons à prendre, c'est le courage de dire nos ressources doivent servir notre économie. Nous les gardons sur place. Ceux qui veulent investir, ils sont les bienvenus chez nous. Ils viennent créer des industries qui vont employer les Camerounais, améliorer la qualité de vie des Camerounais. Et nous, notre responsabilité, c'est de designer le système éducatif qui va donner des compétences pour que les Camerounais puissent être des employés dans ces industries que nous allons créer. J'aime beaucoup l'approche parce que c'est deux approches qui vont ensemble, éducatif et économique. Absolument. Donc on va encore rester un peu là-dedans. Okay. Dans l'éducatif, moi j'ai une question qui va être vraiment, vous me connaissez, tout de suite rentre dedans, c'est vous en tant que chef d'État, vous gardez les cours d'allemand comme on fait aujourd'hui, terminale allemande, seconde allemand, espagnol et tout, vous faites quoi de ça? On arrête tout ça ou on continue? Merci, ça me permet de vraiment glisser sur la question de l'éducation. Une fois de plus, et je vais beaucoup revenir là-dessus parce que notre principal problème est un problème d'héritage. Héritage colonial d'une partie, mais désaffection et destruction de nos héritages traditionnels. Ouais. Nous avons... Le Cameroun n'a jamais été une colonie. Je crois que beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Nous avons été un territoire sous protectorat allemand et suite à la défaite de l'Allemagne aux guerres mondiales, on nous a mis sous mandat et sous tutelle de la France et de l'Angleterre. Et donc, comme ces pays avaient besoin de nourrir leurs empires, ils ont designé ce système éducatif-là qui était... Et on a donc deux systèmes éducatifs aujourd'hui au Cameroun, un système éducatif francophone et un système éducatif anglophone. Et d'ailleurs, les divergences entre ces deux systèmes sont l'une des causes de la crise que nous vivons depuis 9 années dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous, ce que nous disons, nous devons construire un pays qui nous ressemble, et j'ai envie de dire, qui nous rassemble. Et donc, un pays qui soit conforme à notre propre ambition, l'ambition du peuple camerounais, qu'est-ce que nous avons choisi de devenir. Et donc, dans cette démarche, oui, nous devons regarder le monde, parce que nous avons vocation à aller à la conquête du monde, mais nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes. Nous souhaitons et nous allons implémenter au Cameroun un seul système éducatif, parfaitement bilingue, français et anglais, pour la simple raison que l'anglais, c'est la première langue commerciale, et que le français, c'est la langue parlée par la plupart des pays avec qui nous avons des relations, j'allais dire géographiques limitrophes. Et donc, ce sera un seul système éducatif. Et dans ce système éducatif-là, nous allons intégrer l'apprentissage des langues, je vais dire, africaines, à 2 niveaux. Donc, nous éliminons, pour être très clair, l'allemand et l'espagnol, qui pour moi n'ont aucune portée, aucune plus-value dans notre dynamique de projection. Donc, donc, j'ai bien compris, vous en tant que président, terminal allemand, terminal espagnol, bref, tout ça... À partir de là, je crois que ça commence en 4e. En 4e, voilà. Donc, tout ça, c'est éliminé. De la 6e en 4e, nous intégrons des langues nationales. Oui. Sur un principe très simple. On va revenir peut-être sur la forme de l'État, mais nous aurons des régions, nous allons travailler à la modifier. Mais sur l'ensemble des régions, nous choisissons 3 langues, qui sont les langues parlées par les peuples originaires de ces régions-là. Et les élèves de 6e en 4e ont chacune de ces 3 langues-là au choix. Pour être très clair, je vis, j'ai grandi, j'ai évolué dans la ville de Douala. La ville de Douala est cosmopolite, elle a accueilli plusieurs communautés du Cameroun. Les langues des peuples originaires de cette ville, enfin la première langue c'est le Douala, la deuxième c'est le Bassa, et nous devrons identifier parmi les communautés qui nous ont rejoints une 3e langue.
Ces 3 langues-là seront au choix dans les établissements de la région, pour le moment c'est la région du littoral, de la 6e en 4e, vous choisissez une langue qui va construire votre cursus. L'objectif, c'est que vous ayez au moins des notions. Peut-être qu'en 4 ans, on ne pourra pas parler parfaitement, mais que vous aurez des notions. Et donc, que ça crée un lien identitaire avec la région dans laquelle vous vivez. Et de la seconde en terminale, nous allons intégrer une langue panafricaine. Notre choix s'est porté sur le Swahili, pour 2 raisons. C'est la langue africaine qui a le plus de locuteurs, et elle a été adoptée comme langue officielle par l'Union africaine. Et donc, seconde, première et terminale, vous allez apprendre cette langue-là. Et là, ce sera pour tous les élèves du Cameroun. Parce que l'idée que nous avons derrière et le programme que nous défendons ne se limite pas au Cameroun, c'est à l'ensemble du continent africain. Et que l'optique, sur le plan économique, c'est que finalement, on a un seul marché panafricain. Et un seul marché panafricain, c'est faire sauter les barrières, avoir une seule monnaie et idéalement une langue parlée par l'ensemble des Africains. Donc, sur les questions de la langue, il s'agit de construire notre nouvel imaginaire, notre nouveau monde qui correspond à nos objectifs. Et le premier objectif du Cameroun que nous dirigeons, c'est d'être la locomotive de l'Afrique. C'est le premier objectif. On se tournera vers le monde après, mais l'Afrique, ce sera 2 milliards d'habitants. En 2050, c'est des jeunes, 50% de cette population aura moins de 25 ans. Il faudra les nourrir, les loger, les éduquer, leur fournir de l'électricité, mettre en place des infrastructures pour qu'ils puissent se déplacer, communiquer ensemble, commercialiser. Et je pense que sur les 30 prochaines années, c'est d'abord cela qui doit être notre chantier. Ok, au moins ça, c'est un message reçu. Et tout de suite, moi j'ai un peu de peine pour les professeurs d'allemand. Oui. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On va les recycler. On va les recycler. Non, on va les recycler. C'est-à-dire que pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Il ne faut pas qu'on ait peur. Je vous l'ai dit, la première fonction d'un chef de l'État, surtout pour un pays en crise, c'est de savoir prendre des décisions difficiles. Oui. Nous allons devoir discuter avec l'ensemble de nos partenaires, notamment, vous avez la GIZ pour le cas de, je parle principalement de l'Allemagne, je crois que l'Espagne est de moins en moins elle-même présente sur le territoire camerounais. Et donc, on a les professeurs de langue, généralement dans leur cursus, ont souvent un apprentissage de tronc commun avant d'avoir une spécialisation sur les dernières années. Les professeurs d'allemand, comme ceux d'espagnol d'ailleurs, peuvent être recyclés sur le français et l'anglais. Ça va demander un travail. Il faudra rappeler que la transformation de notre système éducatif ne va pas se faire en une année scolaire. Nous pensons que nous pouvons la réaliser en 3 années, 4 années maximum. Et donc, nous allons mettre en place un programme de recyclage de nos enseignants sur cette matière-là pour qu'ils puissent doper, puisque maintenant on aura un système parfaitement bilingue, venir renforcer le manque qu'on aura créé sur l'accompagnement sur le français et l'anglais. Pour le dire très clairement, hein, dans 80% du territoire camerounais où le français est la langue principale, nous aurons besoin d'un appui d'enseignants d'anglais maintenant que nous aurons un système parfaitement bilingue. Et dans l'autre sens, pour les 20% de Camerounais locuteurs qui parlent l'anglais, ils auront besoin de personnel complémentaire pour aller enseigner le français sur ce territoire-là. Et donc, ceux qui auront travaillé pendant des années à enseigner l'allemand et l'espagnol, c'est un dialogue que nous allons entamer avec eux. On va leur expliquer que ça ne correspond plus du tout aux objectifs de notre nation, mais qu'on a encore besoin d'eux parce qu'ils ont des compétences. Il faudra rapidement effectuer le recyclage pour qu'ils soient disponibles pour renforcer le personnel d'enseignement sur l'anglais et le français. Bon, au moins c'est clair. Et donc, moi j'aimerais qu'on revienne, j'aimerais vous entendre sur un sujet, le mouvement OTS. Oui. Il y a eu le problème des enseignants qui a beaucoup remué le pays l'année dernière. Finalement, on ne sait pas si le problème a été résolu, pas résolu. Mais en tout cas, on sent qu'il y en a qui se sentent un peu laissés en partie. Avec raison. Bon, déjà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi le problème des enseignants? Alors, sur la question de l'OTS, il y a plusieurs revendications. Oui. La principale, je vais le dire comme ça pour qu'on se comprenne bien, c'est un rappel de salaire. Voilà. Quand vous intégrez, je crois que ce n'est pas un cas exclusif aux enseignants, mais la fonction d'enseignant est particulièrement sensible. Quand vous enseignez à intégrer la fonction publique camerounaise, on vous donne un numéro de matricule et généralement, vous cumulez plusieurs mois sans solde, sans paye. Oui. Et on fait un rappel. Pour certains, ça arrive plus tôt, pour d'autres plus tard que d'autres. Et donc, ça crée une accumulation de la dette que l'État a envers son propre personnel. Tout à fait. À cela, il y a les conditions de travail. Je pense qu'ils réclamaient les états généraux de l'éducation qui ne se sont pas tenus depuis belle lurette. Le problème des enseignants pointe du doigt, comme le cas de la crise anglophone, comme le cas des médecins dont on va en parler, le style managérial et de gouvernance de notre État. Je vous l'ai dit, en fait, on a un gouvernement colonial qui dirige, qui exige, qui ne donne pas grand-chose en contrepartie, mais surtout qui ne consulte pas. Pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles, quand vous voulez avoir un minimum de transparence pour que les gens se sentent impliqués, vous devez travailler avec eux. Et c'est ce que les enseignants demandent.
les enseignants demandent à être associés à la prise de décision sur l'organisation et la gestion de notre système éducatif et à avoir un peu plus de considération pour leur métier. Je crois qu'il y a au moins 2 fonctions, et c'est pour ça que dans notre programme, nous avons prévu une transformation, une reconsidération de leur statut. C'est les enseignants et les médecins, parce que c'est les 2 corps de métier prioritaires. Je ne néglige pas les magistrats, les militaires, mais c'est les 2 corps de métier qui sont prioritaires et nécessaires à tous les individus d'une nation. Vous avez besoin d'arriver à la vie, il faut bien qu'il y ait un médecin pour ça. Et ensuite, vous avez besoin de vous construire, il faut que les enseignants vous accompagnent. Et donc, dans ce sens-là, le meilleur moyen de résoudre cette situation, c'est d'avoir le courage de mettre les problèmes sur la table. Il ne faut pas avoir honte. Il faut associer les enseignants à la revue critique de la situation de notre système éducatif. Et il faut leur accorder un statut qui leur permet d'avoir une rémunération un peu plus digne. La plupart de nos fonctionnaires ont subi des coupes avec la dévaluation au milieu des années 90. Il y a eu des revalorisations très faibles de leurs conditions de travail. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Mais entre-temps, le coût de la vie au Cameroun a doublé. Le taxi qui coûtait 200 francs en 2014 coûte 350 francs aujourd'hui. C'est pratiquement 80-85% d'augmentation. Les salaires n'ont pas suivi cette croissance-là sur les 10 dernières années. Donc, on ne pourra pas faire un miracle tout de suite pour augmenter les salaires, mais je pense qu'il faut les associer. Et l'autre chose, il en va pratiquement de tous nos fonctionnaires et même de tous les métiers de la société, il y a un regard critique envers nos dirigeants. Il y a une réalité, effectivement, je ne vais pas dire que les caisses du Cameroun sont vides, mais le Cameroun n'a pas d'argent. Mais on voit en face la qualité et le train de vie de ceux qui nous dirigent. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas demander aux enseignants, aux médecins de continuer à serrer la ceinture pendant qu'on se rend compte que les députés se donnent des rémunérations de plus en plus importantes. Les ministres multiplient l'achat des Prado et des Land Cruiser. On voit les fastueux châteaux qui sont construits dans nos villages. Donc, pour reconstruire ce dialogue de confiance, il va également falloir que du côté du leadership politique, on envoie des signes d'apaisement. Et donc, dans ce sens, nous pensons qu'il est urgent de réduire considérablement le train de vie de l'État pour récupérer l'économie qu'on va faire sur cette dépense-là et donc permettre rapidement de solder les salaires et d'améliorer les conditions de vie de ces fonctionnaires qui permettent à la nation de continuer d'exister. Justement. Donc, ça va me permettre justement de faire le pont avec l'économie, parce que je trouve qu'on n'avait pas fini avec ça. On a directement basculé vers l'éducation. Je sais que vous vous exprimez beaucoup sur la question du franc CFA. Oui. Voilà. Est-ce qu'au fond, le problème, c'est le franc CFA? Le franc CFA est l'un des problèmes. Oui. Le franc CFA n'est pas le problème. Mais il est l'un des problèmes et je reviens toujours à la question de l'héritage psychologique, traditionnel, spirituel et moral que nous avons. Nous avons une ambition de puissance pour notre pays. Oui. Nous pensons que le destin du Cameroun est grand et que nous devons l'assumer. Et aucune puissance dans l'humanité, depuis que l'on connaît la monnaie, ne s'est développée avec les monnaies des autres. Ça, c'est un constat. J'attends qu'on me prouve le contraire. Et donc, simplement partant de ce constat et de notre nécessité de souveraineté et de dignité, nous devons arrêter d'utiliser la monnaie des autres. Vraiment, je reste sur la question morale avant d'engager la question purement économique. Oui. Ensuite, d'autres pays africains ont leur propre monnaie sans que leur économie ne se soit totalement écroulée. Bien mieux, je pense d'ailleurs, que les pays africains avec la meilleure croissance, le meilleur indice de développement humain sont les pays africains qui ont leur propre monnaie. Le Kenya, l'Angola, le Maroc, le Ghana, et que les pays de la sous-zone franc continuent de rester à la traîne. Ensuite, sur des questions purement économiques, la monnaie est un outil de pilotage de la stratégie économique. C'est pour ça que certains pays décident des fois de dévaluer leur monnaie ou pas. Et donc, nous, on a un pilotage qui ne correspond pas du tout à notre projection de développement, mais pire, qui continue à être contrôlé par la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez une nation qui aspire à la grandeur et votre monnaie est imprimée chez les autres. Vous avez une nation qui aspire à la grandeur et au sein de votre banque centrale, il y a des pays étrangers qui ont un droit de veto.
ce n'est pas... Moi, mon combat politique est d'abord né de l'engagement de mes parents et de mes grands-parents dans l'UPC. Ouais. Et je pense que le combat de l'UPC, c'était à ce moment-là, c'était la question de l'indépendance. Mais au-delà, c'était de redonner au peuple camerounais sa dignité. Et on ne peut pas être digne si on continue d'être, je vais utiliser un mot peut-être dur, l'esclave des autres. Mais c'est un grand penseur, éminent penseur camerounais et africain, continue de penser que l'Afrique, je vais parler du cas du Cameroun précisément, qu'on n'est pas... Pardon ? Suffisamment mûr. Voilà, suffisamment mûr pour pouvoir dire qu'on va gérer notre propre monnaie. Avec le style de gouvernance qu'on a, je suis d'accord avec eux. Oui. Si on parle du Cameroun qui est dirigé par le RDPC depuis 42 ans, effectivement, vous me demandez qu'on ait une monnaie camerounaise sous ce régime-là, je vous dis que ça va être la catastrophe. Mais nous parlons d'un Cameroun, et je vous l'ai dit d'abord, parce qu'il a consolidé son industrie en maintenant ses ressources localement en les transformant, a réussi à équilibrer la balance commerciale. Pour être très clair, la balance commerciale, c'est la différence entre ce qu'on vend et ce qu'on achète. Et notre ambition en étant une nation puissante, c'est de fabriquer beaucoup plus chez nous pour vendre beaucoup plus au monde. Et donc là, on a les moyens de dire qu'on a une monnaie parce qu'elle sera adossée sur nos matières premières stratégiques et sur la réalité de notre économie. Donc ce n'est pas un Cameroun qu'on vend dans l'imaginaire en considérant notre réalité d'aujourd'hui, mais l'ensemble des réformes que nous proposons dans notre projet de société se tiennent. Si effectivement on les analyse de manière individuelle, on peut très vite identifier les limites et les contradictions de l'une, mais quand on les prend comme un ensemble cohérent, on comprend très vite la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Donc ça, c'était le problème de la question, j'allais dire morale, oui. Et ensuite le problème de la question stratégique. Et donc pour sortir du franc CFA, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons qu'il y a 2-3 mesures, j'allais dire simples et immédiates à prendre. On est d'accord que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. La première des choses, c'est qu'il faut dénoncer les accords de coopération monétaire qui ont donné naissance à cette monnaie-là. Beaucoup d'Africains l'utilisent, mais peut-être ne savent pas que CFA, franc CFA, signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. D'abord, nous n'avons jamais été une colonie, pour le cas du Cameroun. Ensuite, je ne sais pas si, même si nous l'avions été, nous le sommes encore. Je ne pense pas. Et donc, il faut dénoncer ces accords de coopération monétaire-là, mais deux, il faut immédiatement mettre un processus de sortie de cette monnaie. Et je pense que la première des choses qui peut être faite sans avoir besoin de discuter de long en large, c'est une réforme de la monnaie que nous utilisons. Sur 4 ou 5 de ces aspects. La première des choses, c'est le nom. Il faut en choisir un autre. Franc CFA, ça ne nous dit rien en tant qu'Africains, en tout cas en tant qu'Africains de l'Afrique centrale. Ouais. La deuxième des choses, c'est la parité. On nous a expliqué qu'il fallait une parité fixe à l'euro parce que ça permettait une certaine stabilité. Je ne sais pas si déjà le fait que notre monnaie soit adossée sur une monnaie comme l'euro qui a une valeur très forte soit favorable à nos économies qui sont encore en train de struggle pour s'en sortir. Attendez, si vous permettez, parce que là vous abordez un point très sensible. Oui. Parce que j'aimerais vraiment que les internautes puissent comprendre. Quand vous dites euro, valeur très forte par rapport au franc CFA, en quoi est-ce que le fait que l'euro soit une valeur très forte par rapport au franc CFA peut contribuer à fragiliser l'économie locale? Quand on veut marchander avec d'autres nations. Oui. Parce que je ne sais même pas si le franc CFA en réalité est une monnaie. Si j'arrive avec le franc CFA ici à Paris, non, ça vaut rien. Voilà, je suis totalement incapable. Mais c'est comme beaucoup de monnaies. Donc oui, mais dans notre monnaie, en réalité, indirectement, notre monnaie, c'est l'euro. Oui. L'euro est une monnaie qui correspond à un pays puissant comme la France, 5e ou 6e économie du monde, qui va avoir... Nous, on achète pratiquement tout à l'extérieur du Cameroun. Et on achète donc tout avec une monnaie, indirectement, qui a une forte valeur. Nous, c'est une réflexion à avoir. Je ne suis pas spécialiste de l'économie monétaire, oui. Mais je pense que le Cameroun doit aller, la zone Afrique centrale, parce que ce n'est pas notre monnaie exclusive, doit aller vers un adossement de notre monnaie sur un panier de devises. Et nous devons regarder simplement les pays avec lesquels on transacte. D'accord. Et nos premiers partenaires commerciaux, oui, sans doute, il y a l'Union européenne, mais il y a la Chine, il y a les États-Unis, et je dirais même qu'il y a, dans la dernière solution que je propose, il y a notre voisin nigérien. Donc il y a une réflexion à avoir sur le nom, sur la parité, pour que ce soit un facteur favorable de développement de notre économie. Oui. Et comme j'ai dit sur la question de souveraineté, où est-ce qu'on doit imprimer cette monnaie-là? Par qui? Et pourquoi est-ce que des nations étrangères ont un siège au conseil d'administration? Ça, c'est des mesures immédiates qu'on peut implémenter dès notre prise de pouvoir en octobre 2025. Ensuite, comme on a une monnaie à laquelle on est lié avec, pour laquelle on est lié avec d'autres pays, il faut entamer un dialogue avec nos pays limitrophes
la RCA, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo et le Gabon, pour mettre en place un processus progressif, mais vraiment dès l'immédiateté, de sortie de cette monnaie-là. L'idéal, c'est qu'on aille progressivement, comme je l'ai dit, vers une monnaie panafricaine. Si les pays limitrophes ne sont pas en faveur, le Cameroun devra donc travailler à construire sa propre dynamique monétaire. Et là, l'une des mesures immédiates qui peut également être prise, c'est de décider de l'utilisation du Naira sur le territoire camerounais. C'est 1700 km de frontière avec le Nigeria. Le gros de notre production agroalimentaire se dirige vers ce pays-là. Aujourd'hui, avec la raffinerie qui a été construite par Dangote, ils vont probablement devenir l'un de nos principaux fournisseurs en produits pétroliers. Donc, on peut simplement décider que le Cameroun, en attendant de construire sa propre monnaie, en accompagnement du franc CFA qui aura été réformé, on peut donc également avoir le Naira qui est utilisé sur le territoire camerounais. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, pour des questions de souveraineté et de dignité, il faut qu'on ait le courage de sortir de ce schéma-là, qui avait peut-être du sens en 1960, mais qui n'a plus de sens en 2025. Et du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour les PME? Dans quel sens? Comment les accompagner? 2 ou 3 choses. Les PME naissent généralement des activités de sous-traitance, soit à l'État, oui, soit aux grandes entreprises. Oui. Donc, le développement des PME ne peut avoir de sens que si elles apportent soit des services, oui, soit des biens aux grosses entreprises qui existent déjà sur notre territoire. Oui. Donc, vous consolidez, je ne vais pas commencer à vous dire qu'on a dit du financement aux PME, tout ça, non, vous consolidez l'écosystème des PME quand vous avez consolidé votre tissu industriel pour être terre à terre. Si vous multipliez les industries de la transformation, ça veut dire que vous faites un appel de compétences pour les métiers du transport. Oui. Parce que vous aurez besoin de prendre vos matières premières des lieux de production vers les lieux de transformation. Ça veut dire que vous augmentez la consommation de carburant et donc vous augmentez le nombre d'entreprises de distribution des produits pétroliers dont vous avez besoin sur le territoire. Ça veut dire que vous augmentez le besoin en compétences pour tout ce qui est métier de conseil, métier d'assurance et métier de service courant. Donc, le tissu industriel camerounais en termes de PME, je sais qu'on répète beaucoup aux jeunes qu'il faut l'auto-emploi, n'a du sens que si vous avez consolidé votre capacité à transformer vos matières premières localement. Plus vous avez d'industries, plus ces industries-là ont un appel d'air pour les PME qui viennent leur fournir des biens et des services. Donc, nous comptons jouer sur un écosystème très global, même si en réalité, je vous l'accorde, il y a des problèmes très spécifiques. Sur le cas des PME, on a eu une orientation très particulière, mais comme j'ai dit, qui n'a de sens que si l'industrie est beaucoup plus forte. C'est les PME qui sont tenues par les Camerounais qui sont âgés de moins de 30 ans. Oui. Et là, je vais parler principalement des PME dans les domaines des technologies, parce que c'est un domaine qu'on est encore nous-mêmes en train d'encadrer. C'est de mettre en place, d'accorder une défiscalisation pour les 3 premières années d'activité pour toutes les PME qui sont créées par des Camerounais qui ont moins de 30 ans. 3 premières années d'activité. Oui. Okay. Et je parle de défiscalisation totale, pas seulement de la patente. OK. Voilà. La TVA reste une taxe exigée par tous, mais pour l'ensemble des autres taxes et impôts, il faudra les lever pour permettre à ces entreprises-là de prendre du souffle, de se développer. On sait que 50% des PME disparaissent dans les 2 premières années, donc leur permet de traverser la période de maturité avant que le poids de la fiscalité ne s'impose à eux. Ok, petit commentaire aussi sur des faits d'actualité. Yes. J'aime bien l'actualité. Très souvent encore, on a plusieurs, entre guillemets, pseudo-entreprises ou des microfinances, ou bref, se font passer pour plusieurs choses et qui voient le jour. Après, on se rend compte que c'était l'arnaque. Donc, on parle aujourd'hui de Lieb-Limal. Avant Lieb-Limal, on parlait du MIDA. Avant le MIDA, on parlait d'autres entreprises, c'est pas marketing, réseau, peu importe, qui ont vu le jour, qui ont pris l'argent des gens et qui après ont disparu. Non. Et à chaque fois, on a l'impression que l'État ne se prononce pas par rapport à ça. L'État n'a pas fait son rôle de sécuriser ce tissu économique-là qui voit le jour du jour au lendemain et qui disparaît. Moi, j'aimerais vous entendre. C'est quoi votre commentaire par rapport à tout ça? Je vais coter un peu Samuel Eto'o quand on parlait du racisme dans le football, qui disait pour comprendre les problèmes de racisme, il faut suivre l'odeur de l'argent. Il faut comprendre d'où l'argent vient. Donc, avant de parler de sécuriser et de légiférer, j'ai envie de vous dire, ces entreprises sont créées par qui? Parce que c'est là le problème. Vous parlez de l'État, qui est incarné par certaines personnes parce qu'ils ont des fonctions publiques. Et en réalité, ces entreprises sont des émanations des personnes qui nous dirigent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est la stricte réalité. Et donc, attendez. Quand vous dites émanation, ça veut dire que
ce sont des personnes qui nous gouvernent, qui créent ces entreprises. Regardez simplement les liens de toutes ces personnes. Oui. Excusez-moi, vous allez me faire avoir un peu de mal à le tirer sur mon propre frère, entre guillemets, puisque le fondateur de l'IEP Limal est un Bassa. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'il a été exfiltré du Cameroun? Est-ce que c'est possible si vous n'avez pas les soutiens haut placés qui vous permettent d'être sorti du Cameroun dans ces conditions-là, alors que des milliers de Camerounais se plaignent ou demandent de savoir où se trouve leur argent? Donc je le dis simplement pour dire qu'on est dirigé par une sorte de mafia qui allie le pouvoir politique au pouvoir économique et qui se sert de leurs intérêts pour créer ce que j'appelle les entreprises du désespoir. C'est-à-dire que on sait les Camerounais souffrant tellement dans leur chair pour être réceptifs à ce type d'initiative. Vous connaissez un peu l'économie courante, vous connaissez le taux d'intérêt auquel les banques prêtent aux entreprises. Donc on vient vous dire qu'on est capable de doubler votre mise, de tripler votre mise en 3-4 mois, vous et moi on saura tout de suite que c'est un scam. Mais le Camerounais qui souffre, surtout que c'est un marketing de réseau, il y a son nom qui vient lui dire, écoute, moi j'ai mis ça hier, j'ai eu les résultats, il aura tendance à se laisser prendre et donc va investir dans un business qui en réalité n'est soutenu par aucune activité de production de richesse derrière. Donc le premier problème que nous avons est un problème de solutionnement, je vais dire ça comme ça, du problème de chômage par la création de l'industrie dont on a parlé, d'éducation, mais aussi de transparence générale de notre gouvernance. Comment se fait-il qu'une entreprise qui va être créée 3 mois ou 2 mois avant le début du chantier d'un stade, de construction d'un stade, puisse venir se faire octroyer des marchés de 2 à 3, 4 milliards? C'est parce qu'il n'y a pas une architecture de transparence. Bon, aujourd'hui, il y a des lanceurs d'alerte qui font un travail remarquable. Vous me permettez d'en citer un, je n'ai pas de lien avec lui, Rémi Tassing, qui fait un travail remarquable sur Twitter, justement, qui parcourt au quotidien le site internet de l'Agence de régulation des marchés publics pour traquer un peu ce type d'anomalie-là. Mais nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir vraiment une transparence totale dans la gouvernance de notre Cameroun. Oui. Parce qu'en fait, la gouvernance du Cameroun, c'est quoi? C'est la gestion de l'argent des Camerounais. Et rien d'autre. Je crois que des fois, les Camerounais oublient même que c'est de la gestion de leur argent dont il s'agit. On va alors faire comment? C'est le Cameroun de Paul Biya. Non, c'est le vôtre. Parce que pour que l'État fonctionne, il faudrait que vous ayez, chaque fois que vous achetez un bien dans un supermarché, vous payez la TVA. Tout à fait. Donc, c'est à partir de cette TVA-là. Pour les commerçants qui font l'import-export, quand vous faites rentrer des conteneurs, vous payez des droits de douane. Sur votre salaire, on vous prélève une série de redevances qui font entre 10 et 13 ou 14% de votre salaire. C'est à partir de cet argent-là que l'État fonctionne. Donc en fait, et c'est pour ça que vous me demandiez si je voyais l'État comme une entreprise. Je dis oui, parce que c'est la manière la plus simple de schématiser et de faire comprendre aux gens ce que c'est. En fait, oui, le Cameroun est une société anonyme pour laquelle chaque Camerounais est un actionnaire. C'est ça l'État du Cameroun. C'est ça l'État du Cameroun. Et comme on ne peut pas tous prendre des décisions comme dans les sociétés anonymes qui sont cotées en bourse, oui, nous définissons un conseil d'administration qui sont des gens qui nous représentent pour prendre des décisions à notre place et pour notre compte. Donc, quand vous avez compris cela, vous devez faire attention à comment est-ce que vous suivez l'utilisation que l'on fait de l'argent de vos impôts. Et donc, je pense que oui, il y a une question, il faut légiférer cette business de marketing réseau avec beaucoup plus de rigueur. Mais dans le Cameroun d'aujourd'hui, ces business appartiennent aux mêmes personnes qui nous dirigent. Nous sommes quand même dans un pays où on vous dit que les fonctionnaires ne peuvent pas être des hommes d'affaires dans un certain nombre de secteurs, et vous avez des inspecteurs d'impôts qui sont au conseil d'administration d'entreprises pétrolières. C'est ça la réalité de notre pays. Vous avez des fonctionnaires qui construisent des immeubles, des gratte-ciel, je vais le dire comme ça, dans des quartiers où le mètre carré de terre coûte 500 000 à 1 million de francs CFA. Et eux ne sont absolument pas questionnés. Le Cameroun est l'une des rares curiosités dans le monde où les gestionnaires de la fonction publique sont aussi riches, voire plus riches que les hommes d'affaires. Ouais. Et je pense que le mal commence là. Donc ces business-là, on a parlé du MIDA et autres, en fait, sont des fois, pour le dire simplement, des moyens de laver l'argent, oui, et de permettre de consolider la richesse de ceux qui ont pris notre Cameroun en otage. Donc pour y arriver, il faut que les Camerounais sachent, une fois de plus, c'est notre destin à tous, oui, qui est en jeu. Et si vous voulez prendre votre destin, vous devez être capable de porter la contradiction aux personnes à qui vous avez légué votre pouvoir. Et c'est de votre devoir. Justement, qui dit économie, dit entreprise, qui dit entreprise, dit forcément qu'il y a un volet judiciaire. Ouais.
Et moi, il y a un fait qui a attiré mon attention, il n'est pas le seul. C'est celui du décès de Martinez Zogo. Toujours pas résolu. Voilà. Et au-delà de ça, moi, je vois, ça a mis à nu le côté plus ou moins brinque-ballant du système judiciaire. La mafia qui nous dirige. Voilà. Moi, je n'ai pas peur des mots. Et donc, déjà, vous, votre commentaire par rapport à ce fait-là? Sur le fait de Martinez, d'abord, déjà, c'est pas normal. Nous savons tous la qualité des services de renseignement que nous avons au Cameroun. Et même s'ils sont mêlés, c'est même peut-être pour ça que l'enquête finalement ne prospère pas, parce qu'ils sont mêlés à cette affaire-là. Ouais. Si vous volez un réfrigérateur dans le domicile de quelqu'un et que la police camerounaise veut travailler, en 2 jours, on vous trouve. D'accord. Je ne comprends pas que sur une affaire comme celle de Martinez, où les indices sont suffisamment clairs, en tout cas, sur ce qui s'est passé, qu'on ne soit pas capable, peut-être que les personnes coupables sont déjà sous les verrous, mais qu'on ne soit pas capable de dire au peuple camerounais qu'est-ce qui s'est passé et qui est tenu responsable du décès, de l'assassinat d'un journaliste. Bon, si vous permettez, hein, oui. Dans tout ce mouvement-là, oui. Je vais parler pour moi. Moi, je n'ai pas vu les opposants donner de la force pour que le problème soit résolu. Ah si. Je parle pour moi. Non, voilà. Ah si. Jusqu'à il y a quelques semaines, nous, le MP3, faisait partie du collectif Stand Up for Cameroun, dont on a dû se détacher parce que c'est un collectif qui, sur le principe, n'est pas favorable au changement par les jeunes. Ils ont fait une analyse du fonctionnement des élections depuis 1992 au Cameroun et ne sont pas convaincus qu'on est capable de renverser ce régime-là par la voie des élections. Donc, en choisissant d'aller aux élections présidentielles, par principe de rigueur morale, nous avons dû nous détacher de ce collectif-là, dirigé par la présidente Kawala. Mais le stand-up for Cameroun de tous les combats et est du combat pour Martinez Zogo. À chacune des audiences, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas suffisamment relayé dans les canaux, et c'est la faute. Parce que je continue de dire que l'opposition fait beaucoup de choses au Cameroun, mais ne communique pas assez. À chacune des audiences, il y a eu une délégation du collectif Stand Up for Cameroun qui a assisté. MRC, pareil, a été présent. Je pense quand même, c'est même proposé de mettre des avocats à la disposition de la famille. C'est proposé? Donc, oui, c'est proposé. Je crois que la famille avait déjà son corps d'avocat. Mais dans tout cela, comme je dis, le problème, ce n'est pas tant que les opposants ne fassent pas pression sur cette affaire en particulier, là, c'est que c'est une mafia. On est quand même dans une affaire où les noms de très hauts responsables de l'État ont été cités. Je parle de ceux qui ne sont pas emprisonnés. On a quand même cité le garde des Sceaux, ministre de la Justice dans cette affaire. On a un milliardaire éminent homme d'affaires qui est sous les verrous. On a le patron des renseignements. Parce que c'est bien, il faut le dire, hein, c'est bien les agents des services de renseignement qui ont torturé Martinez Zogo. La question, lui, c'est de savoir qui leur a donné l'ordre de le faire. C'est ça la question. Et donc, comme je le dis, on est dans une mafia. On est dans une mafia où, pour X, Y raison, n'importe quel citoyen peut être happé, parce que c'est du kidnapping, peut être happé à n'importe quel moment, conduit dans des géoles et disparaître. Je ne suis pas ici pour parler de nous, mais parmi l'équipe qui m'accompagne, l'un de mes vifs lieutenants au MP3 a vu son père être kidnappé dans la ville de Douala, amené de nuit au CED à Yaoundé pour une stricte affaire commerciale. Il a fallu 2 jours pour qu'on sache exactement là où il était. Je parle de ce que je sais, mais ce n'est pas des histoires isolées dans notre société. La justice est devenue un instrument pour le pouvoir exécutif, pour éliminer tous ceux qui sont gênants. Et je pourrais vous parler ici aujourd'hui, et dans 2 semaines, vous entendrez que quelque chose m'est arrivé. C'est une réalité. Donc, quand on dit que l'opposition ne parle pas, ne se prononce pas assez, c'est peut-être parce que des fois, l'opposition n'a pas tous les moyens pour communiquer à large échelle pour que le message soit entendu. Mais il y a une nécessité, je suis d'accord avec vous, de réformer notre justice, parce qu'un pays sans justice multiplie les frustrations et finalement est incapable de construire une paix durable. Dissuade les investisseurs. À tous les niveaux. Je ne vous parlerai pas d'une affaire dont j'ai parlé il y a quelques jours, mais au Cameroun, on est capable de transformer une affaire commerciale, une affaire pénale sur la simple décision d'un procureur. C'est ça la réalité de notre système judiciaire. Mais je pense que ça aussi trait à la qualité globale de notre gouvernance, parce qu'on a un chef d'État qui est maître de tout. Il est maître du pouvoir exécutif, parce que c'est lui qui nomme le chef du gouvernement et indirectement contrôle son action. Il est maître en partie du pouvoir législatif, puisque le président de la République au Cameroun nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du Sénat, et même nomme une partie des sénateurs. Je crois que c'est une curiosité camerounaise.
Il est maître du pouvoir judiciaire parce que c'est lui qui nomme, enfin, il est déjà le président du Conseil supérieur de la magistrature et donc c'est lui qui décide de l'affectation et des sanctions des magistrats. Donc, dans la gouvernance que nous prenons, nous défendons une séparation stricte de ces trois pouvoirs-là. Je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a comme abus sur les journalistes qui sont considérés comme le quatrième pouvoir. C'est vraiment une séparation du pouvoir pour permettre à chaque pouvoir d'exercer librement sa fonction dans l'animation de notre démocratie. Ok, d'accord. Je propose qu'on rentre dans le volet spirituel, ensuite on verra le volet culturel et enfin le volet sanitaire. Il y a une phrase qui revient très souvent, je pense qu'il y en a qui vont sourire. Au Cameroun, moi je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus d'églises. Ouais. Voilà. Et d'aucuns s'accordent sur le fait que la religion, c'est l'opium du peuple. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un peu vrai. Et là, je suis toujours très embêté parce que, bon, comme vous imaginez, quand vous aspirez à être chef de l'État, vous sollicitez les suffrages de tous les Camerounais, peu importe leur alignement, appartenance idéologique, spirituelle, religieuse. Et donc, vous devez trouver le moyen de parler à tout le monde. Mais la réalité, c'est que ces religions dans le processus, et pas que les églises, les mosquées et tout le reste, par leur processus de pénétration sur le continent africain, ne sont pas venus avec la simple et naïve volonté de nous apporter la civilisation. La civilisation, nous l'avions avant. L'Afrique a dominé et a conduit le destin de l'humanité pendant les millénaires. Et on finira par dire cette histoire-là dans tous les canons de la science pour qu'on ne nous dise pas que c'est juste une volonté et un ego personnel de raconter autre chose. Et donc, ça participe, c'était l'un des outils de domination de nos pays. Oui. Moi, je veux parler particulièrement de l'Église catholique, pour le peu que j'en sais. Le premier adversaire de l'UPC, dans le Cameroun en général, dans la Sanaga maritime en particulier, c'était l'Église catholique, qui interdisait formellement à ses ouailles de se rapprocher de l'UPC. Or, il me semble que l'UPC réclamait l'indépendance pour tous les Camerounais. Donc, maintenant, il y a la prolifération des églises réveillées qui ne sont pas toujours contrôlées. Tout ça participe à une sorte d'endormissement, de mon point de vue. Parce que la religion, je pense, a pour objectif premier de libérer, d'éveiller. Oui. Mais dans la manière dont on nous accompagne dans la pratique religieuse, il y a toujours une sorte de tolérance de tout ce qui nous arrive, d'acceptation de tout ce qui nous arrive, et en fait d'explication du fait que ce qui nous tombe, c'est la simple volonté de Dieu et c'est le destin, il faut faire avec. Oui, Dieu existe, j'y crois fortement. Vous vous engagez pas en politique sans avoir un petit côté spirituel, parce qu'au jour le jour, vous rencontrez des obstacles, ou s'il n'y a pas une conviction forte qui vous dépasse, vous laissez tomber. Mais je pense que Dieu, qui est créateur de tout, a créé chaque être humain à son image et à sa ressemblance, donc il nous a donné une partie de son pouvoir de création. Et donc, une partie de son pouvoir d'autodétermination. Et donc, je crois que chacun est maître de son destin. Oui. Dans les limites des capacités qu'il maîtrise, chacun est maître de son destin. Et donc, il faut décomplexer les Africains dans leur rapport avec ce qu'ils reçoivent comme héritage religieux et spirituel des autres. On a un mot qui dit Dieu dans toutes nos langues. On a un certain nombre de rituels qui disent comment est-ce que nous entretenons nos relations avec nos divinités et nos spiritualités. Et je pense, j'ai vu sur Facebook quelques commentaires de personnes qui s'offusquaient de voir le rituel d'enterrement du pape François. Ils reconnaissaient des choses qu'on a vulgairement l'habitude d'insulter chez nous. Je vais parler particulièrement du rite des crânes et de tout ce qui y tourne autour. Je voudrais simplement dire que Dieu a créé tous les êtres. Et je pense qu'il a eu l'intelligence, je ne suis pas Dieu, je pense qu'il a eu l'intelligence de construire son lien avec chaque être en fonction des conditions dans lesquelles cet être vivait. Et donc à chaque peuple, il a envoyé des messies, des prophètes qui leur ressemblaient parce qu'ils pouvaient s'identifier en ces personnes-là pour construire justement leur démarche d'éveil et de libération. Et je crois que l'Afrique n'échappe pas à ces réalités-là. Malheureusement, nous connaissons de nous que l'histoire des 5-6 derniers siècles, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. Nous savons très peu de l'histoire de nos peuples. Et c'est la valeur ajoutée que j'espère apporter dans le champ politique. Parce que mon engagement politique ne peut pas être détaché de ma conviction spirituelle, qui est de dire que l'Africain est un être comme les autres. Oui. L'Africain a connu Dieu comme les autres. L'Africain a développé les sciences au sommet de ce que l'humanité pouvait comprendre. Et l'Égypte continue d'être
un symbole de cela. Donc, nous n'avons pas moins que les autres, mais chaque nation, dans ce village planétaire que nous voulons construire, chaque nation doit venir avec quelque chose. Et nous ne pouvons pas venir les mains vides. Et ce que nous avons apporté à cette table de la communion, c'est ce que nous sommes. Et dans ce destin de l'Afrique, donc, il y a donc ce que le Cameroun en particulier doit apporter. Oui. Et là, on revient à la question purement spirituelle, parce que j'ai envie de dire, quel est le destin spirituel du Cameroun? Parce que ce destin spirituel-là qui, pour moi, se traduit dans le champ politique. Le Cameroun est un accident, déterminé par les autres. Oui. Mais je crois aussi que le Cameroun n'est pas un hasard. Nous sommes situés au cœur de l'Afrique, au cœur du golfe de Guinée, et nous sommes le carrefour de tous les grands peuples et de toutes les grandes civilisations du continent africain. Nous avons sur notre territoire, par une magie du climat, tous les grands écosystèmes forestiers, savanicoles que le continent africain a. Et je pense donc que le Cameroun devrait être la terre d'expérimentation du nouveau modèle de culture et de partage planétaire. Mais pour ça, il faut qu'on réalise ce qu'on est. Et pour le faire, nous devons nous appuyer sur ce que nous sommes. Allons regarder les chefferies de l'Ouest Cameroun, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Quelles sont les attributions du chef? Quelles sont les attributions des différents groupes de notables? Le groupe des 7, le groupe des 9. Allons chez le peuple Bassa qui est particulier, parce que nous, on n'avait pas la chefferie chez nous. On a un immatériel, on est conduit par un prêtre qui est à la fois chef de guerre qu'on appelle le Mbombok, qui n'a pas d'autorité territoriale. Et on est un peuple, en tout cas pour l'histoire que je sais de nous, et je suis sûr pour l'histoire de tous les peuples du Cameroun, qui a des millénaires d'histoire. Si vous avez un peuple qui a vécu pendant des millénaires, ça veut au moins dire 2 ou 3 choses. Ça veut dire que ce peuple savait organiser son territoire, savait soigner sa population, savait éduquer ses enfants, savait se défendre. Donc ça veut dire que ce peuple avait la science et ce peuple avait la civilisation. Maintenant, mon discours n'est pas de dire qu'il faut faire une marche arrière dans l'histoire, mais il faut regarder l'histoire pour en tirer les leçons et les valeurs qui vont permettre de construire un modèle de développement qui nous ressemble. Et je n'ai pas peur de dire, on a parlé du système éducatif qui doit nous enseigner nos langues, qui doit nous enseigner à transformer localement nos richesses, mais je parle également d'un système éducatif qui nous doit nous apprendre c'est quoi l'être africain. Et c'est quoi les peuples du Cameroun, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur cette terre-là, et dans quoi est-ce qu'ils se projetaient en étant là. Je crois que l'histoire doit nous l'apprendre. Non seulement ça va réduire une sorte de manque d'estime de soi ou de rapport d'infériorité par rapport aux autres, mais en plus, ça va nous donner la confiance pour aller à la conquête du monde. Parce que mon souhait, c'est qu'en ayant laissé ma fonction de président de la République, qu'on ait des Camerounais suffisamment armés pour se dire qu'ils peuvent être les meilleurs au monde. Au monde. Et ça se construit d'abord dans l'esprit. Je suis long, mais je reprendrai Barack Obama dans son ouvrage Dreams from My Father, qui racontait comment il a été élevé par son grand-père maternel et comment à l'âge de 4 ans, son grand-père le mettait sur son épaule et lui montait l'espace. Et lui disait toujours, nous les Américains, nous sommes les meilleurs, nous sommes les premiers à aller dans l'espace. C'est cet imaginaire-là. Quand vous construisez, vous grandissez avec cette construction mentale de se dire, j'appartiens à un peuple qui est le meilleur. Oui, vous écoutez l'apport des autres parce qu'on est dans un village. Vous pouvez pratiquer les religions importées, mais vous les pratiquez avec la conscience de ce que vous êtes. Et pour prendre un dernier exemple, sur le Sénégal, c'est un exemple important à prendre. Sénégal, un pays qui a une grande population musulmane. Et je crois que vous le savez, le Sénégal a une pratique particulière de l'islam. Parce que le Sénégal est l'un des seuls pays, peut-être le seul pays africain, qui a des prophètes noirs sénégalais, les mourides. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ont contextualisé l'islam à la réalité culturelle de leur pays. Tout à fait, oui. C'est ce que le Cameroun doit être et doit devenir. Donc, nous avons les Douala qui participaient du royaume du Congo d'avant. Nous avons les grands royaumes de la chefferie de l'Ouest. Nous avons les Lamido, les Lamida dans le Grand Nord. Je pense que dans tout cet héritage, il y a quelque chose à construire. Et c'est que l'une des réformes que nous proposons, c'est l'institution ou la création au Cameroun de ce que nous avons appelé le Haut Conseil national des cultures. C'est une organisation qui doit rassembler dans notre esprit les chefs traditionnels du premier degré, les mettre ensemble pour que justement, à partir des valeurs héritées de notre passé, ils accompagnent les 3 pouvoirs, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, à construire une architecture de gestion de la chose publique qui nous ressemble. Donc, éminemment, et pour conclure sur cette question, le combat politique doit d'abord aussi être un combat moral et spirituel,
Et moi, dans ma dimension, je l'assume pleinement. Être panafricaniste, ce n'est pas seulement crier le départ de la France, de l'Afrique, c'est aussi et surtout se considérer comme africain et se construire comme africain. D'accord. Et dans se construire comme africain, est-ce que vous entendez par là réhabiliter les chefs traditionnels, leur donner leur pouvoir? Deux choses, pas seulement les chefs traditionnels. Réhabiliter d'abord notre passé. Et notre passé a deux dimensions. Le passé lointain, dans le système éducatif, comme j'ai dit, apprendre aux Camerounais qui sont ces peuples-là qui construisent, et parler surtout de la grandeur, parce qu'il faut construire un narratif de puissance. Et il ne faut pas avoir peur. Les autres peuples ont regardé leur histoire et ont choisi consciemment de faire un tri pour que dans le système éducatif, on construise un narratif de puissance. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi la France continue à aujourd'hui d'avoir de la résistance à parler de la guerre qu'elle a menée au Cameroun, à parler de la guerre d'Algérie? Parce que c'est un choix. On ne veut pas que cette tâche soit imprégnée dans le cerveau des citoyens français. Et nous devons faire la même chose. Nous devons choisir de construire et de traduire un narratif de grandeur. Ça, c'est pour l'histoire lointaine. Mais parlant de l'histoire plus récente, nous avons des hommes et des femmes qui, depuis 100 ans de l'histoire que nous connaissons, se sont battus pour construire la nation camerounaise. Où est-ce qu'ils sont? Où est Douala Mangabé dans le paysage public camerounais? Où est Martin Paul Samba, Oumyobé, Félix Moumier, Ernest Wandi, Osinde Afana? Et même sur des questions très pointues, on l'oublie, on cite souvent certaines personnes comme s'ils n'étaient que des leaders politiques ou des militants qui avaient perdu la conscience d'eux-mêmes parce qu'ils s'ennuyaient, ils sont allés faire de la politique. Et c'est pour ça que moi, j'assume de faire la politique alors que je suis ingénieur et je suis chef d'entreprise. Parce qu'on a besoin de ces compétences dans le champ politique. Robin Oumyobé était un greffier. Félix Moumier était un médecin. OCD Enfana et Tunjan Pomi étaient des docteurs en mathématiques et en économie. Donc c'est pour dire aux gens, on ne peut pas aujourd'hui en 2025 avoir les principales avenues de nos pays, les principales écoles, les principales facultés qui portent le nom d'autres alors qu'on a des sommités chez nous. La principale université du Sénégal, c'est l'université Cheikh Anta Diop. Donc, au-delà de l'histoire lointaine qui doit être traduite dans le système éducatif, il y a l'histoire récente qui doit être traduite dans notre paysage public. Donc, il faut décoloniser les noms des rues et infrastructures publiques et redonner à ceux qui ont bâti la nation camerounaise leur poids et leur place dans la construction de notre mémoire collective. CRS James, GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre, Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, des livres pour forger le mindset. Argent Livre, concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et à ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et à ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser l'héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel.